Il y a 80 ans, jour pour jour, le 6 août 1945, les États-Unis larguaient une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima, tuant environ 140 000 personnes au total et faisant des dommages pendant des années. Alors ce mercredi, un hommage international était organisé au Japon et aujourd'hui ça nous semblait important et essentiel même de revenir sur ce moment de l'histoire, mais aussi de faire un point plus large sur la situation en matière d'armes nucléaires aujourd'hui. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. C'est donc le 6 août 1945 à 8h15 heure locale que les États-Unis ont largué une bombe atomique surnommée Little Boy sur la ville de Hiroshima au Japon. C'était alors la première fois de l'histoire qu'une bombe atomique était utilisée contre une population. Jusqu'alors, une seule explosion atomique avait eu lieu, c'était l'essai Trinity, réalisé le 16 juillet 1945 dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Cette bombe extrêmement puissante a tué environ 140 000 personnes d'ici la fin 1945 et 3 jours plus tard, le 9 août 1945, une autre bombe atomique, surnommée cette fois-ci Fat Man, est lâchée là aussi par les États-Unis et touche une autre ville japonaise, Nagasaki, tuant 74 000 personnes supplémentaires. Au total, plus de 210 000 personnes ont été tuées à Hiroshima et Nagasaki, dont 40 000 enfants, et environ 150 000 personnes ont été blessées dans ces bombardements. Ces bombardements, ils ont aussi entraîné d'immenses destructions avec des incendies qui ont ravagé des kilomètres carrés. Sur le plan humain, de nombreuses personnes ont été brûlées vives, tandis que d'autres sont mortes sous les décombres ou écrasées par l'effondrement des bâtiments. Certaines personnes ont aussi perdu la vue, parfois définitivement, et d'autres encore ont été victimes de la maladie des rayons. La maladie des rayons, c'est une maladie causée par une exposition aux radiations. Les personnes atteintes souffrent notamment de saignements, de perte de cheveux, de nausées et d'une baisse de l'immunité, ce qui les rend vulnérables aux infections. Sur le long terme, les radiations émises par les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki ont aussi eu un lien direct avec l'augmentation des cas de cancer, des cancers donc chez les survivants. Et les survivants, ils sont connus aujourd'hui sous le nom d'Hibakusha. Et d'ailleurs, dans l'après-guerre, le Japon a mis en place un statut de victime officielle pour donc les survivants de ces bombardements, leur donnant droit notamment à des examens médicaux réguliers et à une prise en charge gratuite des soins de santé. Cela dit, on peut noter que les conditions d'obtention de ce statut ont longtemps été extrêmement restrictives, excluant donc de nombreuses personnes. Alors pour en revenir à la guerre, justement, ces deux bombardements, ils ont précipité la capitulation du Japon le 15 août 1945, marquant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que oui, pour rappel, la guerre en Europe avait pris fin en mai 1945 avec la capitulation de l'Allemagne nazie, mais le conflit étant mondial, il se poursuivait encore sur un autre front majeur, le Pacifique donc, où les forces japonaises continuaient de se battre contre les alliés dont faisaient partie les États-Unis. Les États-Unis justifiaient alors cette décision de bombarder ces deux villes par la volonté de mettre fin à la guerre et d'éviter un débarquement, donc une invasion terrestre au Japon, un débarquement qui selon leurs estimations aurait tué des centaines de milliers de personnes venant des États-Unis et du Japon, mais évidemment vous l'imaginez, ce choix aujourd'hui, il est très vivement débattu, étant donné l'ampleur des dégâts humains absolument immenses et colossaux que ces bombardements ont causés. 80 ans plus tard, donc je le disais, le 6 août 2025, aujourd'hui donc au moment où j'enregistre, le Japon a donc organisé une grande cérémonie pour commémorer ces drames. Il y a une autre cérémonie qui sera aussi organisée ce samedi à Nagasaki. Ce mercredi, une minute de silence a été observée à l'heure exacte du largage, alors que la cérémonie d'Hiroshima a réuni un nombre record de délégations représentant près de 120 pays et régions, ainsi que l'Union européenne. À noter que la Russie, la Chine et le Pakistan, qui sont 3 puissances nucléaires, étaient absents de cette cérémonie. Mais la Russie devrait néanmoins assister à la cérémonie de Nagasaki le 9 août et c'est important à noter puisque c'est une première depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022. Au cours de cette cérémonie à Hiroshima, le maire de la ville, Kazumi Matsui, a dénoncé la montée des tensions internationales, faisant notamment référence évidemment à l'Ukraine mais aussi à Gaza. Par ailleurs, le coprésident de Nihon Hidankyo, qui est une association de survivants Hibakusha, qui a été par ailleurs prix Nobel de la paix 2024, le coprésident a quant à lui appelé les États à renoncer définitivement aux armes nucléaires. Alors justement aujourd'hui, quel pays possède la bombe nucléaire? Eh bien il y a 9 pays qui sont considérés comme détenteurs de l'arme atomique. 5 d'entre eux, à savoir les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine, sont officiellement reconnus comme des puissances nucléaires par le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. C'est un traité, pour donner le contexte là-dessus, qui est entré en vigueur en 1970, qui compte aujourd'hui 191 États parties. Et l'objectif de ce traité de non-prolifération, c'est dans le nom, c'est de
de faire en sorte d'empêcher que de nouveaux pays ne se procurent des armes nucléaires et qu'il y ait un développement de cette arme. Mais une fois qu'on a dit ça, les États-Unis, qui ont été les premiers à développer et utiliser la bombe atomique, disposent encore beaucoup d'ogives nucléaires. Ils en avaient l'an dernier environ 3700 selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Une ogive nucléaire ici, c'est donc la charge explosive d'un missile nucléaire. Mais le pays qui dispose du plus d'ogives nucléaires, il s'agit de la Russie avec environ 4300 ogives nucléaires prêtes à l'emploi en 2024. Et ensemble, les États-Unis et la Russie, c'est environ 85% de ses capacités de dissuasion nucléaire au niveau mondial. C'est assez logique en quelque sorte quand on sait que c'est notamment une des conséquences de la guerre froide. La Chine est en 3e position ensuite avec environ 500 ogives nucléaires opérationnelles, tandis que la France en a 290, sachant, et j'anticipe vos questions, que 290 ogives nucléaires, ça reste une force de frappe absolument colossale, pouvant littéralement anéantir une région ou un pays. Mais évidemment, quand on parle d'armes nucléaires, il y a potentiellement l'utilisation, on l'a vu ici dans le cas des États-Unis, mais il y a aussi une question de dissuasion nucléaire, l'enjeu étant donc d'en avoir suffisamment, pas forcément donc pour attaquer, mais pour dissuader donc d'être attaqué par un autre pays. Alors maintenant, rapidement, il y a 4 pays qui sont dotés de l'arme nucléaire, mais qui ne font pas partie de ce traité. Il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a la Corée du Nord, et enfin, il y a Israël, qui de son côté n'a jamais confirmé ni démenti être une puissance nucléaire, mais en l'occurrence, il est très largement admis par les experts qu'Israël est bien aujourd'hui une puissance nucléaire. Maintenant, il y a des États qui sont soupçonnés de vouloir la développer. Évidemment, on a beaucoup entendu parler de l'Iran ces derniers jours. L'Iran qui est soupçonné par Israël, et puis beaucoup plus récemment, du coup, en fait, depuis l'arrivée de Trump, par les États-Unis, de vouloir s'équiper de la bombe nucléaire. Sans rentrer dans les détails, c'est d'ailleurs la raison officielle qui avait poussé Israël puis les États-Unis à bombarder le pays en juin dernier, alors que de son côté, l'Iran a toujours affirmé que son programme ne servait qu'à des fins civiles, et donc par exemple dans un objectif de développement énergétique. A noter enfin que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, avait dit en 2018 que si l'Iran obtenait une bombe nucléaire, l'Arabie Saoudite ferait de même aussi vite que possible. Et enfin, on peut noter qu'en Corée du Sud, le président de l'époque, Yoon Suk-yeol, avait quant à lui déclaré pouvoir acquérir des armes nucléaires rapidement si la menace nord-coréenne s'intensifiait, des propos qu'il avait tenus en 2023. Voilà donc pour ce sujet, même si évidemment c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures. Si vous voulez des ressources pour en savoir plus, déjà sur la question potentiellement de la France et de l'implication, on va dire, de cette dissuasion nucléaire dans les capacités militaires françaises, on a publié un grand format de 20-30 minutes que j'ai eu l'occasion de tourner il y a quelques semaines et qui en l'occurrence revient sur les capacités militaires de la France. C'est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, donc je vous mets le lien directement en description, tout en haut de cette description. Je vous en parlais aussi hier ou avant-hier, je sais plus, mais il y a aussi un excellent dossier paru récemment dans le magazine ou le site internet du média The Atlantic. Donc c'est un média en anglais sur abonnement, mais ils ont fait un excellent dossier sur cette question de l'arme nucléaire, notamment en 2025. Et puis si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. De mon côté au passage, très rapidement, je tiens juste à vous prévenir que je vais prendre de mon côté quelques jours de vacances là au mois d'août et que je vais revenir sur la dernière semaine d'août. Ce format des actus du jour va continuer pour autant tout l'été du lundi au vendredi. L'équipe va prendre le relais pendant quelques jours. Je tenais simplement à vous remercier parce qu'on a commencé ce format des actus du jour, que ce soit sur YouTube et en podcast, c'était en 2020 à l'époque donc du premier confinement. Et ça fait plus de 5 ans maintenant que je fais ce format avec l'équipe. Je trouve ça toujours aussi intéressant de pouvoir le faire et travailler chaque jour sur des sujets différents. Je vois aussi que ça intéresse de plus en plus d'entre vous et on essaie constamment d'améliorer ce format. Et voilà, je tenais à vous remercier vraiment pour votre confiance, que vous soyez là depuis plusieurs années ou simplement depuis quelques jours. Merci vraiment pour ça et on continue bien entendu. L'actualité est très dure en ce moment et encore c'est un euphémisme vraiment de dire ça. Mais c'est aussi dans ces moments-là que je considère que c'est extrêmement important pour nous, à notre modeste échelle, mais d'essayer de continuer à informer au maximum sur ce qui se passe dans le monde. Voilà, encore merci. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité importante du jour et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Dans la bande de Gaza, 20 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées après qu'un camion d'aide humanitaire transportant des vivres s'est retourné sur la foule. Selon la défense civile de Gaza, l'accident est survenu dans la nuit de mardi à mercredi alors que des centaines de civils attendaient de l'aide alimentaire dans la zone de Nuseirat, dans le centre du territoire palestinien. Toujours selon la défense civile, le véhicule aurait été contraint par l'armée israélienne d'emprunter des routes dangereuses et en mauvais état. Interrogé par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué vérifier ces informations. En parallèle, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a tenu ce mardi une réunion de sécurité sur la prochaine phase de ce qu'il qualifie de guerre à Gaza. D'après la presse israélienne, l'armée préparerait de nouvelles opérations dans le territoire palestinien, avec au moins une extension des combats dans les zones où des otages pourraient être détenus. Pour certains, comme la radio publique Cannes, Benjamin Netanyahou veut que l'armée israélienne conquiert toute la bande de Gaza. Face à ça, ce mardi,
Jeudi, lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, un haut responsable de l'ONU a dénoncé le plan de Benyamin Netanyahou et a mis en garde contre, je cite, les conséquences catastrophiques que pourrait avoir une extension des opérations militaires israéliennes à Gaza. Deuxième actu en France, un incendie d'une intensité exceptionnelle s'est déclaré ce mardi après-midi vers 16h à Ribaute dans l'Aude. Il s'agit du feu le plus massif en France depuis 20 ans selon les chiffres de la base de données sur les incendies de forêt. Concrètement, en moins de 24 heures, l'incendie a déjà parcouru plus de 16 000 hectares et traversé 15 communes selon la préfecture du département. Selon la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, c'est comparable à la surface totale de ce qui a brûlé sur toute la France en 2024 et plus de 2 fois la surface de 2023. D'après les premiers bilans, une femme de 65 ans est décédée dans la nuit dans son habitation à Saint-Laurent de la Cabrérice car elle n'aurait, je cite, pas voulu sortir de sa maison, selon le maire de la commune. 2 personnes ont également été blessées, dont une en urgence absolue après avoir été grièvement brûlée, et 7 sapeurs-pompiers ont aussi été blessés. Alors au moment où on enregistre cette actu, le feu progresse toujours. Selon la préfecture, tous les moyens terrestres et aériens disponibles sont actuellement mobilisés pour lutter contre les flammes. La population, elle, est appelée à rester confinée, sauf ordre d'évacuation donné par les sapeurs-pompiers. Le Premier ministre François Bayrou s'est rendu sur place cet après-midi. Il a évoqué, je cite, une catastrophe d'ampleur inédite. La cause de cet incendie est pour l'instant toujours indéterminée. Et justement, vu qu'on parle du Premier ministre, troisième actu, vous l'avez peut-être vu passer sur YouTube, François Bayrou a lancé ce mardi le premier épisode de FB Direct, une série de vidéos podcasts qui sera diffusée chaque jour sur sa chaîne YouTube. Entre les efforts qu'on choisit et les sacrifices qu'on subit, c'est là qu'est aujourd'hui la question qui va se poser à chacun des Français. L'objectif affiché, s'adresser aux Français et justifier les choix du gouvernement pour le budget 2026 qui sont pour le moment très critiqués, avec notamment la suppression de 2 jours fériés. Alors cette vidéo est loin de convaincre tout le monde, notamment du côté de l'opposition. Selon Antoine Léaumont, député La France Insoumise, le Premier ministre essaierait de contraindre les Français plutôt que de les convaincre. Pour Philippe Moreau-Chevrolet, un expert en communication politique et enseignant à Sciences Po Paris, il s'agirait d'une tentative désespérée pour reprendre des forces avant la rentrée, alors que le mouvement Bloquons Tout, relayé notamment par d'anciens gilets jaunes, promet un mouvement social d'ampleur à partir du 10 septembre en France. On suivra ça. Quatrième actu, la grande barrière de corail située en Australie subit actuellement le blanchissement de corail le plus étendu jamais enregistré. C'est ce qu'affirme un rapport publié ce mardi par l'Institut australien des sciences marines qui a étudié la santé de 124 récifs au sein de la grande barrière entre août 2024 et mai 2025. Concrètement, les branches sud et nord du récif ont vu le plus gros déclin annuel jamais enregistré depuis les premiers relevés effectués il y a près de 40 ans. Selon Mike Emsley, un responsable de la recherche, il n'y a, je cite, aucun doute que la cause numéro 1 est le changement climatique. Les températures des eaux tropicales ont été exceptionnellement chaudes en 2024 et au cours des premiers mois de 2025, sauf que les coraux, qui vivent grâce à des algues microscopiques, expulsent ces algues quand il fait trop chaud, ce qui les fait blanchir et affaiblit leur santé, au point qu'ils peuvent mourir si la situation dure. Si jamais le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien du rapport en description. Et enfin, on finit avec cette petite actu culturelle pour ceux que ça intéresse, le film The Holiday de Nancy Meyers, sorti en 2006, avec Cameron Diaz et Kate Winslet notamment, va être adapté en mini-série par Apple TV+. Si vous ne connaissez pas et que vous êtes beaucoup plus jeune que moi, c'est une comédie romantique devenue culte où 2 femmes, une britannique et une américaine, échangent leur maison pendant les fêtes de Noël et finissent par trouver l'amour. Alors le casting sera différent de celui du film original et il est actuellement en cours, on ne connaît pas encore la date de sortie. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je le disais de mon côté, je prends quelques jours de repos, je reviens dans la dernière semaine d'août, mais ce format va continuer cet été, donc n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou alors en podcast audio, vous êtes de plus en plus nombreux aussi là-bas, et on continue aussi à vous informer tout l'été directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain du coup avec l'équipe pour une nouvelle vidéo.